Bonjour et bienvenue à ce webinaire autour de la lutte contre l'antibiorésistance. Je suis Nolwenn, chargée de mission à l'APMSL. Nous sommes une association membre de la Fédération nationale Avec Santé. Nous accompagnons les maisons de santé pluriprofessionnelles des Pays de la Loire dans leur structuration et leur fonctionnement. Pour cela, nous proposons des actions et des outils d'accompagnement à destination des équipes. Aujourd'hui, nous accueillons Willy Boutefol du CRATB pour nous parler de la lutte contre l'antibiorésistance et des outils développés par le CRATB pour permettre aux professionnels de santé et plus particulièrement aux maisons de santé de développer des actions autour de cette thématique. Nous aborderons dans l'ordre la définition de l'antibiorésistance, la question des prescripteurs, l'intérêt pour les MSP de s'emparer de ce sujet, la structure qu'est le CRATB comme structure ressource et notamment le programme d'accompagnement qu'il propose. Je vais laisser la parole à Willy Boutefol. Merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup à la PMSL de nous permettre de vous présenter ce webinaire autour de l'antibiorésistance. Donc, je suis le docteur Willy Boutefol, je suis médecin généraliste et je travaille effectivement au Centre régional en antibiothérapie des Pays de la Loire, une structure que je vous présenterai vers la fin de ce topo. Et donc, ce webinaire est dédié à ce sujet, antibiorésistance, qui peut-être de prime abord peut être une thématique un peu nébuleuse et qui en fait recoupe énormément de problématiques et de thématiques très actuelles, notamment pour les MSP, rejoignant des thèmes tels que l'éco-prescription ou la déprescription, la iatrogénie, sur laquelle on va revenir un petit peu, et puis la pertinence des soins. Donc un thème qui est d'intérêt et tout à fait d'actualité, comme on va pouvoir le voir. Alors la première question, pour poser un petit peu les bases, qu'est-ce que l'antibiorésistance? Pourquoi s'y intéresser? Alors on va faire assez simple pour que tout le monde puisse avoir des notions de base. La résistance aux antibiotiques, c'est en fait le fait qu'une bactérie devienne résistante. Donc c'est pas l'homme, comme on peut parfois l'entendre, qui devient résistant aux antibiotiques, ce sont bien les bactéries qu'il va porter, qui deviennent résistantes à un ou plusieurs antibiotiques. Alors il y a beaucoup de facteurs qui peuvent contribuer au développement de cette résistance, mais on sait que le facteur majeur, c'est l'utilisation des antibiotiques, et notamment lorsqu'ils sont utilisés à mauvais escient, ce qui va entraîner ce qu'on appelle une pression de sélection, c'est-à-dire qu'en fait, en donnant des antibiotiques, on détruit les bactéries qui y sont sensibles, ce qui va laisser le champ libre aux bactéries résistantes pour se multiplier et éventuellement occasionner des infections. Il faut bien comprendre que les antibiotiques, évidemment, c'est ceux qui sont utilisés en médecine humaine, mais que les antibiotiques utilisés dans le monde animal ont aussi un impact, et même ceux qui peuvent se trouver dans l'environnement, puisqu'on sait très bien que dans les effluents en aval des centres hospitaliers ou en aval des usines de production d'antibiotiques, eh bien, on a des résidus d'antibiotiques qui se retrouvent dans l'environnement, et que ces résidus vont rencontrer des bactéries de l'environnement qui peuvent développer et sélectionner de la résistance. Et quand ces bactéries croiseront des bactéries humaines ou animales, elles ont la capacité d'échanger des gènes de résistance pour procurer des résistances chez des bactéries qui pourront un jour donner des infections humaines ou animales. Donc les secteurs ne sont pas du tout cloisonnés et on voit d'emblée la sphère un petit peu écologique autour du sujet de l'antibiorésistance. Quel impact ça va avoir? Alors évidemment, si vous présentez une infection avec une bactérie résistante aux antibiotiques, c'est plus compliqué de la traiter. On va devoir avoir recours à certains antibiotiques peut-être moins efficaces, voire parfois dans certaines situations, on se retrouve démuni de solutions, avec donc bien sûr le risque de décéder de cette infection. Mais il faut bien comprendre que aujourd'hui notre système de santé tourne beaucoup autour de l'utilisation des antibiotiques. Et quand vous prenez des actes anodins comme des actes chirurgicaux, eh bien, tout acte chirurgical est encadré par une antibiothérapie pour éviter les risques d'infection post-opératoire. Quand vous prenez des patients qui sont pris en charge pour un cancer avec une chimiothérapie, une immunothérapie, qui ont une greffe d'organes, tous ces patients plus fragiles sont très dépendants des antibiotiques pour assurer un bon suivi et avoir des chances de guérison optimales. Et donc, tous ces actes qui aujourd'hui paraissent assez banals dans notre médecine moderne peuvent être remis en cause par la problématique de l'antibiorésistance. Quel levier on peut avoir du coup pour lutter sur ce phénomène? Alors on l'a vu, donc antibiotiques en première intention et bien utiliser les antibiotiques pour éviter cette pression de sélection.
Mais il faut bien imaginer que tout ce qui va empêcher finalement de contracter des infections va éviter d'utiliser des antibiotiques, et donc la vaccination, l'hygiène sont deux leviers aussi très importants pour éviter le développement de l'antibiorésistance. Pourquoi s'y intéresser? Alors, quelques chiffres qui ne sont pas forcément toujours bien dans les esprits. Aujourd'hui, les infections à bactéries multirésistantes tuent déjà plus que les accidents de la route chaque année en France. Et les projections sont plutôt pessimistes, on va dire, puisque en 2050, si on ne change absolument rien, si on continue à utiliser les antibiotiques comme on le fait actuellement, eh bien, on pourrait se retrouver avec un nombre de décès par infection à bactéries multirésistantes plus important que le nombre de décès par cancer, donc ce qui donne un petit peu une idée de l'ampleur du phénomène, avec l'idée qui paraît aujourd'hui un petit peu folle d'une ère post-antibiotique, c'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver avec des infections courantes, banales, qu'on traite habituellement facilement en ville, qui deviendraient beaucoup plus difficiles à traiter d'ici quelques années, avec nécessité d'hospitaliser pour traiter une pyélonéphrite parce qu'on a besoin d'un antibiotique par intraveineuse, ou des impasses avec des situations où on n'a plus d'antibiotiques à notre disposition. Donc, sans aller jusqu'à peut-être cette affiche un peu alarmiste sur des décès pour des infections qui aujourd'hui sont banales, en tout cas le spectre on aura plus de difficultés à traiter ces infections qu'on voit aujourd'hui en ville, dans les cabinets de médecine générale ou à la pharmacie. Donc, on l'a dit, antibiorésistance, c'est intimement lié à l'utilisation des antibiotiques. Donc, on peut se dire qu'en fait, ça ne concerne que ceux qui les prescrivent. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu plus complexe que ça? Est-ce que les professionnels, même non prescripteurs, et les usagers ne sont pas acteurs dans cette lutte contre l'antibiorésistance? Alors, on va partir d'un cas un petit peu concret. Imaginons une patiente qui se voit prescrire un antibiotique pour une infection urinaire. On peut se dire que finalement ça s'arrête là et que l'antibiorésistance, c'est juste bien utiliser les antibiotiques, bien prescrire les antibiotiques, et donc ça ne concerne que le prescripteur. Bon, en fait, dans cette situation, bien souvent, avant la prescription antibiotique, il y aura eu un prélèvement. Ce prélèvement, que ce soit par l'infirmière ou par le patient ou la patiente elle-même, il faut qu'il soit réalisé dans de bonnes conditions, acheminé dans les bons temps au laboratoire pour qu'il soit le plus interprétable possible, ce qui aura un impact derrière sur la prescription. Donc déjà, la prescription, ça peut être déjà en amont un bon prélèvement. Pardon. En amont du prélèvement, s'il y a eu un prélèvement, c'est qu'il y a eu quand même un repérage de signes infectieux. Le patient, la patiente a rapporté des signes, ou dans le cas des personnes âgées par exemple, les signes ont été constatés par un professionnel de santé, autre que le médecin, qui a pu dire au médecin voilà ce qui se passe et ce qui a pu engendrer derrière la prescription d'un prélèvement. Donc, connaître les signes d'alerte d'une infection, c'est important pour conditionner la suite de la prise en charge, tout comme la manière dont les professionnels vont pouvoir échanger entre eux. Je m'explique, ce n'est pas la même chose de dire à un médecin j'ai vu madame Untel, elle a une infection urinaire, auquel cas il va y avoir un conditionnement et une incitation quelque part à la prescription d'un prélèvement et donc probablement d'un antibiotique. Et ce n'est pas la même chose que de dire j'ai vu madame Untel, elle se sent fatiguée depuis 2 jours, j'ai pris ses constantes, elles sont bonnes, et de donner le maximum d'éléments factuels pour éviter d'orienter parfois à tort sur une mauvaise piste, puisque l'infection peut parfois être une piste un peu privilégiée, facile, alors qu'en fait, il y a sûrement d'autres explications aux symptômes du patient. Donc, le bon repérage des éléments qui peuvent faire évoquer une infection, la bonne communication entre professionnels de santé, c'est aussi derrière une bonne prescription. Une fois qu'on a prescrit, évidemment, on va éventuellement s'assurer que le traitement est efficace, là encore, notamment chez les sujets âgés qui ne sont pas forcément autonomes pour rapporter l'efficacité du traitement. Peut-être plus important encore, et là aussi, beaucoup de professionnels finalement ont un rôle à jouer, la tolérance du traitement. Donc, on pense évidemment aux effets secondaires des antibiotiques, dont certains peuvent être assez graves, comme les quinolones. Mais il y a aussi, et ça c'est assez répandu, beaucoup de patients qui se pensent allergiques, notamment à la pénicilline. Or, on a bien montré qu'en fait, parmi tous les patients qui se croient allergiques aux pénicillines, seuls 10% le sont réellement. Or, si
on se dit allergique à la pénicilline, ça va être noté quelque part. Tous les professionnels de santé qu'on va croiser ne vont pas prendre le risque de redonner cette molécule et on se prive finalement d'un antibiotique à la fois très efficace, avec peu d'effets secondaires et peu d'impact en termes de sélection de résistance. Donc il y a vraiment un enjeu autour de ce désétiquetage des fausses allergies. Et là aussi, tout professionnel qui est confronté à un patient qui dit être allergique peut réagir et essayer de mener l'enquête pour désétiqueter un maximum de patients. Il y a également toute la gestion des dispositifs invasifs, quelqu'un qui va avoir une antibiothérapie complexe sur un cathéter. Bon, il y a tout un processus de bonne gestion du cathéter pour éviter les infections directement liées à la manipulation du cathéter. Ça peut être la même chose sur une sonde urinaire. C'est des situations qui sont évidemment moins fréquentes, mais qui vont probablement prendre une place de plus en plus importante dans les années à venir. Et enfin, si on reste sur l'exemple du prélèvement urinaire, vous savez que une fois qu'on a reçu le résultat de ce prélèvement, il y a une réflexion à nouveau sur l'adaptation de l'antibiothérapie pour voir si on ne peut pas trouver une molécule qui soit la plus efficace possible avec le moins d'impact possible. Enfin, et c'est peut-être le champ le plus important et qui va regrouper et mettre d'accord l'ensemble des professionnels de santé sur une MSP, c'est tout l'aspect prévention. Et alors, dans le champ de l'infectiologie, la prévention, elle est quand même relativement large. Évidemment, on va penser à la vaccination, on en a parlé au début, à l'hygiène, mais on a dans l'hygiène des choses peut-être un petit peu moins évidentes, comme l'hygiène bucco-dentaire, qui est largement sous-utilisée, que les patients ont du mal à suivre et qui pourtant va avoir un impact évidemment sur le développement des caries, qui est un phénomène infectieux, et puis derrière d'authentiques infections comme les abcès ou les cellulites. On peut aussi imaginer l'hygiène des pieds chez les diabétiques qui a un impact direct sur le développement d'infections du pied diabétique et derrière des conséquences éventuelles. Donc sur l'aspect prévention, beaucoup de choses à faire pour beaucoup de professionnels, même non prescripteurs. Et évidemment, l'usager qui a un rôle important à chacune de ces étapes, et donc pas uniquement juste sur la prescription en lui disant il faut prendre la bonne molécule pendant la bonne durée, mais toutes ces étapes, connaître les signes d'infection, quand consulter pour ne pas consulter trop non plus, comment surveiller l'efficacité, la tolérance du traitement, et tout l'aspect prévention qu'on a évoqué. Donc au final, à travers cette vignette, j'espère vous avoir montré que bon usage des antibiotiques, c'est pas que la prescription, c'est pas que le prescripteur, et l'indication du prélèvement, l'interprétation d'un résultat de prélèvement, la réalisation des TROD en pharmacie, le désétiquetage des patients allergiques par l'infirmière qui va entendre le patient dire ça pendant des soins ou au comptoir de la pharmacie, le fait d'éduquer et de sensibiliser le patient à ne pas consulter 4 fois si les bons conseils ont été donnés. Tout ça fait partie du bon usage des antibiotiques et de la lutte contre l'antibiorésistance. Et donc, notamment pour les MSP, l'usager a une place vraiment centrale dans ce phénomène, à chacune des étapes de la prise en charge d'une infection, et notamment sur tout ce qui va être le volet prévention. L'important étant que même si on n'est pas un professionnel prescripteur, l'ensemble des professionnels de la MSP puissent avoir un discours commun autour de ce sujet, puisque l'on sait bien que plus les patients vont entendre le même discours de professionnels de santé de son territoire différent, plus il y aura une adhésion à ce discours. Donc on a déjà un petit peu répondu à la question, mais en quoi finalement ce sujet de l'antibiorésistance peut intéresser les MSP? Alors le thème de l'antibiorésistance, comme on l'a un petit peu vu, est très vaste. Il peut concerner beaucoup de professions différentes et beaucoup de sujets différents. Et donc finalement, ça peut très bien constituer un programme de santé publique à part entière et un axe de travail à part entière pour les MSP, avec un gros volet usager, un gros volet prévention et des déclinaisons d'actions en fonction des professionnels. Mais on peut aussi très bien imaginer que le sujet rejoigne, en fait, avec quelques messages par-ci, par-là, des thèmes déjà portés par les MSP, comme la déprescription, comme les sujets autour de la iatrogénie, ou une thématique qui serait en cours sur la MSP autour de la pertinence des pratiques. Alors, quelques exemples concrets de comment on peut mettre un peu d'antibiorésistance dans ces différents sujets. Si on prend le sujet des prescriptions, c'est assez logique, puisque si on utilise mieux les antibiotiques, ça veut dire donc en prescrire moins dans les situations qui n'en justifient pas.
et quand ils sont justifiés, faire mieux en termes de durée, donc réduire le nombre de médicaments dispensés. Ça va être également, comme on l'a vu, de jouer sur les prélèvements qui parfois vont entraîner la prescription d'antibiotiques, donc essayer de faire en sorte que ces prélèvements soient rationalisés, mieux indiqués. Ça veut dire du coup moins de prélèvements inutiles, donc moins de coûts au niveau financier, mais donc aussi moins de traitements derrière. On parle beaucoup en ce moment des TROD, qui sont évidemment un levier possible pour la déprescription. En essayant de mieux utiliser les TROD, on cible mieux les infections qui nécessitent une antibiothérapie, donc idéalement on en prescrit moins. Et puis évidemment l'aspect prévention qui recouvre beaucoup de facettes différentes, qui in fine a normalement comme objectif de moins prescrire dans le cadre d'infections aiguës, puisque normalement on a évité des infections aiguës. Si on prend l'aspect iatrogénie, alors l'évidence, c'est les effets secondaires des antibiotiques. Il y en a qui sont très fréquents, très courants, d'autres qui sont plus rares mais plus graves. On a vu toute la partie allergie aux antibiotiques et à la pénicilline, qui est un vrai problème pour les patients qui sont étiquetés allergiques à tort. On a la gestion des dispositifs invasifs, des dispositifs qui vont être de plus en plus fréquents en ville, que ce soit les cathéters ou les sondes urinaires, qui peuvent être des portes d'entrée infectieuses qu'il faut apprendre à bien utiliser. Mais on a aussi, et ça c'est assez propre aux antibiotiques, cette notion qui en fait est assez intéressante, d'effet secondaire collectif, puisque quand on prend un antibiotique et qu'on sélectionne de la résistance, c'est pas que la personne qui va prendre cet antibiotique qui est concernée, mais également son entourage, puisque la résistance s'échange entre bactéries. Et donc, au sein du même foyer, de la même collectivité, voire même à plus large échelle, on a un impact qui est collectif. Et donc, même quelqu'un qui ne prend pas d'antibiotiques est concerné par cette problématique, et c'est une approche un petit peu nouvelle dans l'angle de la iatrogénie. Enfin, et c'est une évidence également sur la pertinence des pratiques, prescrire un antibiotique, c'est pas que suivre des recommandations, et ça les sciences humaines et sociales l'ont bien montré. Il y a beaucoup de facteurs qu'on appelle psychocomportementaux qui vont aboutir à des prescriptions d'antibiotiques, alors même que parfois on doute de leur pertinence. Et donc l'approche psychocomportementale est un pan très important de la lutte contre l'antibiorésistance, tout comme remettre un peu le patient au centre du système de soins et du parcours de soins pour que il consulte quand il faut, mais pas non plus en excès pour des motifs infectieux. Enfin, évidemment, l'antibiorésistance se prête aussi volontiers aux audits pour évaluer les pratiques. Donc finalement, une thématique antibiorésistance qui peut être un programme à part entière ou bien accompagner des thématiques déjà portées par les MSP. Et donc concrètement, comment ça peut se formaliser, et vous présenter donc très succinctement le Centre régional en antibiothérapie, CRATB. C'est donc une structure qui est localisée sur le CHU d'Angers, donc structure publique avec une antenne sur Nantes. Cette structure a été créée en mai 2021 avec pour objectif de faire la promotion du bon usage des antibiotiques et de lutter contre l'antibiorésistance au niveau régional, avec des actions sur tous les secteurs, c'est-à-dire à la fois l'hôpital, le médico-social et la ville, vers les professionnels, mais également les usagers. Et donc, vous voyez ici l'équipe qui est elle-même pluriprofessionnelle, puisqu'il y a des médecins généralistes, infectiologues, pharmaciens, à la fois hospitaliers et d'officine, infirmières. Donc, le but, c'est d'accompagner les équipes, où qu'elles soient, pour mener des actions autour du bon usage des antibiotiques. Un de ces programmes donc, qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'il est destiné au MSP, c'est le programme Fantasio, fédéré contre l'antibiorésistance, avec une proposition en fait de programme un peu clé en main qu'on peut tout à fait adapter en fonction des besoins de chaque équipe, mais qui, pour présenter de manière un peu schématique, propose un premier temps de formation pluriprofessionnelle, comme on l'a vu, pour que chaque profession ait entendu les mêmes messages et les mêmes bases pour pouvoir discuter avec les patients. On remet quelques outils qui s'adressent à chaque profession et qui sont issus de notre boîte à outils. Et on envisage d'emblée, en tout cas on propose d'emblée une action usagée, puisque comme on l'a vu, c'est quand même un acteur central dans tout ça.
Et puis après, selon la volonté des équipes, on peut aller vers des formations plus ciblées, monoprofessionnelles, puisqu'évidemment, on ne va pas aller creuser les mêmes thématiques en fonction des professions. Et l'idée est d'aller vraiment sur les problématiques concrètes du terrain. Et ça, le monoprofessionnel s'y prête quand même mieux. Et donc, dans un deuxième temps, proposer une formation par profession représentée au sein de la MSP. Et puis enfin, on a aussi la possibilité de réaliser certains documents comme des protocoles, de faire du suivi d'indicateurs. On a facilement accès à certains indicateurs à une échelle communauté de communes, par exemple, qu'on peut analyser, restituer au MSP pour suivre un petit peu les actions dans le temps. Voici quelques exemples d'outils. Là, ce sont des outils usagés, donc tirés de notre boîte à outils. Mais il faut savoir qu'on peut très bien co-construire des outils s'il y a des demandes spécifiques. En bas à gauche, vous avez donc un jeu, hein, c'est tiré un peu des incollables, donc sous un format ludique pour sensibiliser et informer les patients en salle d'attente, par exemple. En haut à droite, une vidéo réalisée avec un youtubeur autour de la toux. Et puis en bas, une affiche avec un petit quiz via QR code pour sensibiliser les patients autour des pathologies hivernales. Côté professionnel, là aussi, quelques exemples d'outils. Vous avez à gauche l'ordonnance pour infection virale, qui rappellera peut-être l'ordonnance de non-prescription qui était diffusée par l'assurance maladie il y a quelques années, qui répond à la fois à l'idée du patient que ressortir de la consultation sans document pour une infection virale, eh bien, c'est pas forcément bien accepté. Donc là, on remet un document au patient et il se sent écouté et légitimé dans sa plainte. Et à côté de ça, ça permet aux professionnels de santé de laisser une trace écrite de ce qu'il a pu expliquer en consultation pour rappeler quel est le type d'infection qu'il a diagnostiqué, pourquoi il n'y a pas besoin d'antibiotiques, quelle est la durée des traitements, quand est-ce qu'il faut reconsulter. En haut, vous avez un rappel des molécules et durées d'antibiothérapie dans les infections les plus courantes, avec un format sous-main qui est donc pratique devant l'ordinateur. Vous avez en bas à droite un document plutôt pour les pharmaciens sur l'aide à la prise en charge des angines à l'officine. Et puis en bas, une petite vidéo plutôt pour les infirmières sur la prise en charge des plaies chroniques. Donc là aussi, quelques exemples d'outils qu'on peut proposer dans le cadre de ce programme. Un exemple concret pour illustrer tout ça, donc d'une MSP qu'on accompagne en Mayenne. On a fait un premier temps de formation pluriprofessionnelle, comme je vous le disais, avec des thématiques. Bon, il y a des thématiques socles hein, qui sont importantes à aborder, mais on peut aussi ajouter ou enlever des éléments, bien entendu. L'objectif étant que tout le monde ait les mêmes notions en sortant de cette formation. Suite à cette première formation, il y a un groupe de travail qui s'est réuni pour essayer de définir des axes de travail un petit peu plus spécifiques, avec donc la volonté de travailler sur ces 4 thèmes, allergie à la pénicilline, cystite à répétition, usagers et plaies et cicatrisation. On a des documents au niveau du CRATB qui peuvent tout à fait répondre à certains de ces axes de travail, donc qui vont pouvoir être réutilisés. Sur d'autres sujets, eh bien, on n'a pas encore d'outils existants, donc on va pouvoir réfléchir ensemble sur comment améliorer les protocoles existants ou comment créer de nouveaux outils. Et puis, ça donnera lieu, une fois que ces axes de travail auront un peu avancé, à une deuxième série de formations qui peuvent être éventuellement monoprofessionnelles selon les thèmes et creuser un petit peu plus en détail ces points plus spécifiques. Et puis, à l'issue de cette deuxième formation, eh bien, on pourra faire un point annuel avec ce fameux suivi d'indicateurs qui auront été déterminés en fonction des axes de travail. Voilà en bref la présentation de ce programme Fantasio. Donc, j'espère vous avoir convaincu que l'antibiorésistance était déjà un sujet majeur de santé publique et qu'il fallait s'y intéresser, que les MSP avaient toute leur place pour s'emparer de ce sujet parce que finalement, il était très pluriprofessionnel, avec une implication importante des usagers et que chacun pouvait un petit peu s'y retrouver dans ce programme. Et donc le CRATB peut tout à fait vous accompagner pour à la fois de la formation, de la diffusion d'outils, de l'aide sur la rédaction des protocoles, suivi d'indicateurs, et puis de pouvoir éventuellement co-construire s'il y a des volontés de la part de l'équipe. Donc, dans tous les cas, si vous êtes intéressé ou si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.
Merci pour votre présentation. J'espère que les MSP qui auront l'occasion de visionner ce replay profiteront de toutes les infos que vous avez pu nous donner, qui étaient très claires. Et puis, je pense aussi que le programme Fantasio peut en effet outiller les MSP. Donc voilà, si besoin, la PMSL est présente également pour continuer d'accompagner les MSP et puis de faire le lien avec vous si besoin. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci.